Donc on va enchaîner. Avant d'entamer ce symposium, donc je voudrais appeler Dr Afilal, président de la Société marocaine de pédiatrie, pour la remise d'une médaille méritée par quelqu'un. C'est déjà, tu as annoncé hier. Et pour annoncer les prochaines manifestations, les congrès et les GI. Smurneps, déficit immunitaire, Tanger et son bipède. Alors, je vais annoncer déjà les prochains congrès. Donc, la Société marocaine de pédiatrie, je commence par cela, même si c'est en septembre, probablement le 10 septembre à Marrakech. Nous avons déjà réservé l'hôtel. En fait, on devait faire le congrès de l'association des pédiatres de langue française. Et donc, c'est toujours d'actualité, mais ça va être dépendant des événements. Et puis, si on ne peut pas le faire avec nos amis africains et francophones, on le fera en tant que Société marocaine de pédiatrie. Et puis, la Smurnep va avoir lieu à Tanger du 2 au 4 juillet prochain, donc à l'hôtel Hilton de Tanger. Vous êtes tous cordialement invités. Le programme, on va l'afficher, voilà, tranquillement. Et puis, on va aller vers tous les congrès qui vont venir après. Les dates ne sont pas encore précises. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais à part celui de Kenza qu'elle vient de nous dire, donc prochainement, je pense qu'il y a en juin un congrès. En fait, il y a eu des annonces et des annulations et des annonces. Après, il y a l'association des pédiatres de Tanger, dont le président est Khalid Benani. Normalement, c'était le 20 septembre. 17, 18, 19 septembre à Tanger. Voilà. Celui qui ne vient pas à la Smurnep, il ira au congrès de Khalid. Et les déficits immunitaires, c'est le 21 ou le 13 novembre. Et puis nous avons généralement en octobre le congrès de gastro-entérologie. La date n'est pas définie. Yak. Voilà, on a des représentants donc, qui nous disent que c'est toujours point d'interrogation. Ça n'a jamais été aussi difficile. Et neuropédiatrie en octobre. Vous avez une date précise? 9-10. Voilà. C'est un agenda chargé. Je pense que ça va repartir très bientôt. J'espère que tout va se calmer et qu'on va pouvoir faire nos congrès et nous rencontrer. Alors, pour en revenir... c'est la médaille du mérite national de la Société marocaine de pédiatrie. Donc, on félicite notre ami Abdelrahim Skhli, qu'on voudrait honorer. C'est un grand plaisir pour nous. Tu peux venir, c'est Abdelrahim. C'est un monsieur qui est un des piliers de la pédiatrie. Vous pouvez l'applaudir à Fès. Il a été là depuis toujours au premier rang. D'ailleurs, il a, comme d'habitude... Voilà, avec le sourire, la sympathie, la convivialité, il est unique ce monsieur. Alors il a fait beaucoup en pédiatrie avant qu'il y ait la réanimation pédiatrique ici. Il s'est attelé et c'est des véritables héros qui sont un petit peu dans leur coin, parfois en train de sauver des enfants et on ne se rend même pas compte. Et donc nous avons eu à l'époque, avant que Sibouhou ne vienne, on a eu beaucoup d'enfants qui venaient à Rabat et ils étaient pris en charge régulièrement par Abdelrahim. Voilà. Et après, Sibouhou est venu, il a fait un monument en réanimation à Fès avec nos copains Hida et avec nos autres collègues. Bon, il va falloir reprendre tout ça et Fès a été toujours un exemple. Donc c'est extrêmement important. Et donc je demande à Monsieur le Président, c'est Hida, de donner donc cette médaille très méritée à Sir Abdelrahim Skhli que je félicite. Je le mets autour du cou. Merci Sir Abdelrahim, tu vas nous dire un petit mot. Merci. Merci infiniment. Merci à la Société marocaine de pédiatrie et son président, cher ami Hassan, et notre professeur Hida. Merci, je trouve que ce n'est pas suffisant. Je préfère dire Allah yahfidhom, Allah yahfidna jami'an.
Je pense que les pédiatres constituent une famille extraordinaire. Que Dieu protège cette famille. Merci tout le monde. Voilà, donc on va entamer ce symposium. Et je donne la parole au professeur Amrani Rim, que je remercie d'avoir accepté de modérer ce symposium, et les chefs de service de néonatologie au CHU d'Oujda. Vous avez la parole. Merci professeur Hida, merci pour l'invitation et ravi d'être là en présentiel après tant de mois. Donc vous nous avez permis quand même de nous retrouver en famille après tant de mois. Et donc sans trop tarder, donc on va parler de Human Milk Oligosaccharides, c'est-à-dire bien sûr les composants du lait maternel, donc les oligosaccharides du lait maternel, qui sont naturellement présents normalement au niveau du lait maternel et qu'on a introduit récemment au niveau du lait artificiel, vu leurs vertus surtout en matière de défense immunitaire. Donc déjà chez une femme, donc il y a une différence entre les HMO entre une femme et une autre, et leur évolution se fait au fil du temps, au moment de l'allaitement. Et là, on va voir avec professeur Abqari, qui est expert en nutrition et gastrologie pédiatrique, qui est professeur chef de service au CHU de Casa, à la faculté de Casa, plus en détail ce rôle des HMO, leur intérêt en nutrition infantile. Merci. On m'a demandé de vous demander de bien vouloir répondre à une question que vous recevrez ou que vous avez déjà reçue sur votre WhatsApp. La question est intitulée sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre perception de l'expertise scientifique Nutricia? Ça, c'est une question posée par Nutricia. Et après le symposium, vous serez donc conviés à une pause café offerte par Nutricia. Merci. Merci Madame Amrani. Merci Sehida. Donc c'est avec un grand plaisir. Ça n'apparaît pas sur... Très bien. Donc merci beaucoup. On a parlé cet après-midi de beaucoup de maladies auto-inflammatoires, infectieuses, etc. Donc il y a un volet préventif, c'est la nutrition, c'est la bonne nutrition. Vous allez me dire, oui, il y a la génétique aussi, mais attention, il y a même des composants du lait maternel, en l'occurrence, qui vont intervenir au niveau épigénétique et donc préviendraient éventuellement beaucoup de maladies. Donc ce qui va nous mener à discuter un petit peu de les dernières acquisitions en matière de nutrition. Il faut savoir que ces dernières années, la nutrition infantile, en particulier durant les premiers mois chez les jeunes nourrissons, a connu beaucoup de progrès et beaucoup de choses qui ont été découvertes, et ceci grâce à la découverte faite au niveau du lait maternel. Au niveau du lait maternel, parce que il y a quelques années, donc il y avait peu de connaissances, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement scientifique qui vise à rechercher encore davantage de molécules au niveau du lait maternel. Et je peux vous dire qu'il y a même des labos aujourd'hui, allemands, au niveau des États-Unis, américains, etc., qui ne font que ça, c'est-à-dire la recherche au niveau du lait maternel. Donc ce n'est pas pour rien qu'on prône l'allaitement maternel exclusif, au moins durant les 6 premiers mois, et après, jusqu'à l'âge de 2 ans, parce qu'il y a là beaucoup de vertus. Et on va découvrir ensemble certains éléments bioactifs de ce lait maternel avec un focus sur les human milk oligosaccharides, c'est-à-dire une partie glucidique de ce lait maternel. Mais pourquoi cet engouement et pourquoi cet intérêt? Parce que c'est l'impact sur le système immunitaire et sur la maturation immunitaire. Et dire que ces derniers temps, tout le système immunitaire et les défenses anti-infectieuses, il était à l'ordre du jour depuis le début de la pandémie du Covid-19. On ne parlait que de ça, et même le grand public commençait à parler quelles molécules pour booster l'immunité, etc. Donc nous, les pédiatres, on a une place privilégiée, c'est-à-dire qu'on s'occupe des bébés dès la naissance. Et pour les gynéco-obstétriciens, c'est durant la grossesse. Et il revient à nous de penser à la maturation du système immunitaire, comment le faire et comment le gérer, et comment préparer ce bébé à la vie adulte avec un système immunitaire
solide. Donc si on va convenir ça, il faut imaginer qu'il y a 3 points qui vont un petit peu se réunir autour de cette maturation immunitaire. Il y a d'abord le point alimentaire. Et alimentaire, si on parle des premiers mois de la vie, c'est l'allaitement maternel. Donc ce n'est pas pour rien qu'on dit l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois. Et deuxième élément, c'est le microbiote. Et on le sait aujourd'hui plus que jamais qu'un bon microbiote intestinal contribue à la maturation du système immunitaire, et on va voir ça en détail, un petit peu en détail. Et troisième élément, on ne peut pas escompter l'effet de l'alimentation ni du microbiote sans qu'il y ait un épithélium intestinal, parce que c'est l'interface sur laquelle il va y avoir de l'interaction entre ce bon microbiote intestinal et les cellules immunitaires de l'intestin. Je vous rappelle que l'intestin, c'est l'organe immunitaire par excellence, c'est les 2/3 des cellules immunitaires de l'organisme, et donc il occupe une place privilégiée dans ce sens. On peut dire l'intestin, oui, mais ce n'est pas local. Aujourd'hui, on découvre que même les informations partent de l'intestin, mais à distance, vers la moelle osseuse, vers le poumon, et on va voir ça ensemble tout à l'heure. Première chose avec laquelle on va commencer, c'est ces 3 points, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, les premiers mois, et j'insiste, c'est le lait maternel, rien que le lait maternel. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard, c'est qu'elle renferme des substances très intéressantes, substances qui vont avoir des vertus anti-infectieuses. Et ces substances, ça vous le connaissez, les IgA sécrétoires, pas de problème. Les enzymes avec son action anti-infectieuse, aucun problème. La lactoferrine aussi. Et il y a les TGF-alpha, ces facteurs de croissance transformants, c'est surtout les bêta, parce qu'il y a les alpha qui sont sécrétés par les macrophages et que ça contribue au développement cellulaire, mais les bêta, c'est beaucoup plus une action anti-infectieuse. Et il y a la caséine kappa. On a toujours dit que le lait maternel s'individualise par les protéines solubles, mais il y a aussi la caséine. Et il y a plus de protéines solubles que de caséine dans le lait maternel si on le compare au lait de vache, mais le peu de caséine, c'est une caséine de bonne qualité. Il y a les caséines kappa, donc il y a les caséines alpha et les caséines bêta, les caséines kappa. Les caséines bêta, par exemple, ils ont un intérêt beaucoup plus dans le lait de vache. Il y a des vaches qui, dans le lait, permet de fabriquer beaucoup de fromage. Par exemple, quand il y a le allèle A1, A2, par exemple. Et il y a certains pays, comme les Néo-Zélandais, qui ont une bonne production de fromage, etc., ils jouent sur cette association. En ce qui nous concerne, nous, le lait maternel, l'humain, c'est la caséine kappa. C'est un caséine, et je pense à mon ami Bouskeraoui, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ça. Il a une action anti-infectieuse. Il inhibe l'adhésion de certaines bactéries, notamment les Helicobacter pylori, l'hémophilus et même le pneumocoque. Et il y a le microbiote mammaire. C'est une aussi connaissance nouvelle. Avant, on ne croyait pas on disait que le lait maternel est aseptique. On n'imaginait pas que dans le lait maternel, il y a des bactéries. Mais aujourd'hui, on parle d'un véritable microbiote mammaire. On va voir ça en détail. Pourquoi le microbiote mammaire? Parce qu'il va contribuer à un bon microbiote intestinal, lequel il va utiliser les HMO, Human Milk Oligosaccharides, qu'on va détailler tout à l'heure aussi. Et ces HMO, une fois fermentés par les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal, vont libérer des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte, ils vont agir au niveau de l'intestin par des propriétés anti-infectieuses. Alors, on a vu l'alimentation, mais aussi il y a le microbiote. Mais ce microbiote, il y en a partout. Il y a le microbiote cutané, vaginal, intestinal, etc. Mais vous voyez que l'ilion et le côlon, c'est la plus grande partie. Ce n'est pas par hasard, je l'ai dit tout à l'heure, l'intestin, c'est l'organe immunitaire par excellence. Et si on veut voir et on veut zoomer ce microbiote, on va le classer par phyla ou phylum. Donc il y a phyla, il y a le genre, il y a l'espèce, etc., les souches.
Et ce qui est en bleu, c'est les firmicutes. C'est un groupe auquel appartiennent les lactobacilles. Et là, on entend déjà, ça sous-entend que les lactobacilles sont des bonnes bactéries. Et le deuxième groupe, c'est les bactéroïdes, et il y a les actinobactéries. C'est là où il y a les bifidobactéries, les bonnes bactéries. Pourquoi on parle de ce microbiote? Parce que si on veut avoir une bonne immunité, il faut agir sur le microbiote pour avoir un microbiote de qualité. Pour la simple raison, parce que le microbiote, via l'épithélium, il contribue à la maturation et au développement du système immunitaire. Alors, comment contribuer à ce développement du microbiote intestinal? Il ne peut se concevoir que si on le fait dans la fenêtre d'opportunité qui n'est autre que les 1000 premiers jours de la vie, qui s'étendent de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est là où on a la possibilité d'agir. Et essentiellement à la naissance, par donner le lait maternel, et exclusivement les premiers 6 mois, pour qu'on puisse bénéficier des vertus de ce lait maternel. On parle de ce lait maternel, pourquoi? Parce que ça confère un microbiote de qualité. Et ça, il s'agit d'agir à 2 niveaux. D'abord, il y a les facteurs maternaux, c'est-à-dire il faut agir sur la maman pour avoir un microbiote intestinal et un microbiote vaginal de qualité. La deuxième chose, à la naissance, c'est le mode d'accouchement. Et on le sait maintenant, plus que jamais, que le mode d'accouchement par voie basse escompte un microbiote ou contribue ou donne un microbiote intestinal de bonne qualité par rapport à celui qui naît par césarienne, pour la simple raison que le bébé il est imbibé à travers la filière pelvigénitale par le microbiote vaginal. Et on a vu tout à l'heure que dans le microbiote vaginal, il y a beaucoup de firmicutes et donc de lactobacilles. Deuxième chose, c'est à la naissance, en donnant comme aliment exclusif le lait maternel et aussi, à 6 mois, une diversification alimentaire riche en fibres qui vont se comporter comme aliments pour les bonnes bactéries, à savoir les bifidobactéries. Troisième chose, cette diapositive elle est très ancienne, mais il y a toujours de la référence à ce travail-là, parce qu'ils ont le mérite d'avoir comparé 2 groupes de bébés. L'un, il reçoit exclusivement le lait maternel, et l'autre, il reçoit une formule lactée diététique standard, dans laquelle on n'a pas apporté de changement. Qu'est-ce qu'on a constaté en analysant les selles de ces 2 bébés, c'est-à-dire en analysant le microbiote? On a remarqué que le microbiote du bébé allaité exclusivement au sein est composé essentiellement de bonnes bactéries, c'est-à-dire les bifidos, ce que vous voyez ici en rouge. Et les autres bactéries pathogènes, notamment les Escherichia coli, c'est en petite quantité, contrairement au bébé qui reçoit une formule lactodiététique standard, dans laquelle on n'a pas apporté de changement. Il y a peu de bifidos par rapport à celui qui reçoit le sein, et beaucoup d'Escherichia coli, etc. On a un microbiote disparate où il y a beaucoup de pathogènes. Donc, déjà à l'époque, on se posait la question, et vous allez le voir dans l'historique des HMO, qu'il y a quelque chose dans le lait maternel qui sert de nourriture pour les bonnes bactéries. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bifidos dans le microbiote du bébé, etc. Troisième chose, on a vu l'alimentation, on a vu le microbiote, tout ça pour contribuer à un système immunitaire convenable, et rien ne peut se produire s'il n'y a pas une interface de qualité qui n'est autre que l'épithélium intestinal. C'est à travers l'épithélium que les échanges entre le microbiote intestinal et le système immunitaire intestinal, ça s'opère à travers la membrane, à travers l'épithélium intestinal. Cet épithélium intestinal qui est d'une structure complexe, je vais juste vous résumer, le schéma il paraît un peu compliqué, mais je vais le résumer en 2 mots. Alors, si on voit l'épithélium de près intestinal, il y a les cellules entérocytaires, il y a les cellules caliciformes qui vont sécréter le mucus. Et je ne vous parle pas de mucus comme ça, parce que les choses vraiment sont bien faites. Le mucus, il sert d'un milieu qui va isoler l'épithélium de l'ensemble des bactéries du microbiote.
C'est-à-dire que si une bactérie veut intervenir, il va trouver cet espace qui est constitué par le mucus. Comme ça, il ne va pas agresser l'épithélium intestinal. C'est très important. Et d'ailleurs, pour vous concrétiser ça, il y a des études qui ont proposé comme schéma physiopathologique dans les Mickey. Pourquoi il y a cette inflammation et ces lésions? Dans le Crohn, par exemple, il y a une mutation dans 2 cartes 15 génétiques. Et cette mutation, il intervient au niveau des cellules caliciformes en fabriquant un mucus de mauvaise qualité. Donc il ne va pas faire cette couche contre les germes. Et donc les germes vont intervenir à travers l'épithélium. Et il y a cette cascade inflammatoire qui explique en partie le mécanisme de la maladie de Crohn, c'est-à-dire l'inflammation et les lésions. Donc les choses sont vraiment d'une harmonie extraordinaire. Et chacun il fait son rôle, les cellules caliciformes, les cellules de Paneth et les cellules dendritiques. Alors les cellules dendritiques, il s'est avéré qu'ils prennent l'information et ils la véhiculent à distance de l'intestin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'à partir du microbiote et à travers l'épithélium intestinal, on peut avoir des signaux à distance, notamment au niveau du poumon et au niveau de la moelle osseuse. C'est un registre qui s'ouvre, et c'est un monde, et c'est un monde extraordinaire. Et je ne termine pas sans juste cette partie, sans parler de cette fameuse cellule, qui est la cellule filamenteuse segmentée. Et c'est avéré que fait partie des Clostridies, et il fait un boulot extraordinaire en matière de régulation immunitaire. La SFP, c'est juste pour votre information. Je l'ai schématisé ici, mais le temps ne le permet pas pour parler encore davantage de cette cellule. Le schéma, l'axe intestin-moelle osseuse, parce qu'aujourd'hui, on discute de beaucoup d'axes. Intestin-foie, intestin-cerveau, et aujourd'hui, on peut aussi dire axe intestin-moelle osseuse et axe intestin-poumon. Donc, il y a des arborisations qui vont de partout. Et hépatique, on s'est posé toujours la question, pourquoi hépatique? Et on a démontré récemment qu'il y a véritablement un axe microbiote intestinal et foie. C'est-à-dire l'expérience, elle a été faite sur des souris axéniques, c'est-à-dire pour lesquelles on a enlevé le microbiote. On a pris 2 souris axéniques. Et une souris, on lui a injecté, parce qu'on s'est posé la question, 2 sujets qui consomment de l'alcool, alcoolisme chronique important, pourquoi celui-là, il fait la cirrhose et l'autre, il ne le fait pas? Et donc, on a fait une transplantation fécale. C'est-à-dire, on a pris les matières fécales du sujet qui reçoit l'alcool et qui ne fait pas de cirrhose à la souris axénique, qui n'a pas de microbiote. Et on a remarqué, sous l'influence de l'alcool, la souris, il n'a pas développé de cirrhose. Et l'autre souris, sa sœur, axénique, on a injecté des selles d'un sujet qui prend l'alcool de façon chronique et qui a fait une cirrhose, la souris, sous l'effet de l'alcool, a développé une cirrhose. Donc finalement, on s'est dit qu'il y a une relation, et cette relation est expliquée comment? C'est que les acides biliaires qui arrivent et qui font leur travail au niveau de l'intestin, quand ils sont libérés, ils font leur action. Vous vous rappelez tous de la physiologie, le fameux cycle entéro-hépatique des acides biliaires qui vont revenir vers le foie à travers la circulation générale pour participer à la synthèse des acides biliaires. Eh bien, cette dégradation des acides biliaires pour leur permettre de passer, selon votre microbiote, il va y avoir soit de l'acide urso qui serait protecteur des cellules hépatiques, ou bien il va y avoir d'autres acides biliaires qui ne sont pas protecteurs, et donc il y a la cirrhose. Voilà donc juste pour vous expliquer pourquoi on parle d'axe. Et cet fameux axe intestin-moelle osseuse, on a vu, je ne sais pas si ça apparaît, oui. Alors on a vu qu'à partir de l'intestin, et vous pouvez lire ici les acides gras à chaîne courte libérés par les bifidobactéries après avoir pris les HMO. Donc il y a une production d'acides gras à chaîne courte, dont l'acide propionique, qui a un effet trophique sur la barrière intestinale. Mais attendez, ces acides gras à chaîne courte, on a parlé de prébiotiques, on a parlé de probiotiques, mais aussi on parle de postbiotiques. Ce sont ces molécules-là qui vont passer à travers la muqueuse intestinale et aller
via la circulation générale, exercer leur rôle à distance, au niveau de la moelle, sur les cellules dendritiques, les cellules précurseurs des cellules dendritiques, et aussi au niveau du poumon. Et vous voyez ici que tout contribue à diminuer l'inflammation, à améliorer l'immunisation. Ça veut dire que... Donc, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le lait maternel préviendrait les infections respiratoires et les diarrhées. Donc, c'est pour cette raison, parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça et plusieurs angles. On a parlé de microbiote mammaire. Je l'ai dit tout à l'heure en guise d'introduction. On n'a jamais cru que le lait maternel va être colonisé par des bactéries. On a toujours cru que le lait maternel il est aseptique. Mais aujourd'hui, on parle plus que ça d'un microbiote mammaire, mais fort heureusement, c'est un microbiote bénéfique. Bénéfique, vous voyez cette coupe sagittale du canogalactophore, et on reconnaît ici le mamelon, et on voit que la muqueuse elle est tapissée de bactéries. Heureusement que ce sont de bonnes bactéries, des bifidobactéries, des lactobacilles. On peut trouver de mauvaises bactéries, notamment le staphylocoque, streptocoque, l'entérobactérie, mais une quantité qui est très moindre, mais beaucoup plus les bifidobactéries, lactobacilles, qui vont de leur côté. Donc on peut résumer que le lait maternel, il influe sur la qualité du microbiote intestinal de deux manières. La première, c'est en procurant les HMO, lesquels HMO servent de nourriture pour ces bonnes bactéries. Et voilà, donc c'est une façon indirecte d'agir. Et la troisième, c'est venir avec son produit, avec son bon produit pour booster ce microbiote intestinal. Donc, finalement, les choses sont beaucoup plus harmonieuses. Alors, revenons maintenant à ces composants bioactifs du lait maternel. On avait tendance toujours, et il y a quelques années, à comparer, quand on veut comparer le lait maternel avec le lait de vache, je parle du lait de vache entier. Certes, ces dernières années, les formules lactodiététiques ont fait beaucoup de progrès parce qu'ils ont pris comme référence le lait maternel. Et on a assisté vraiment à des progrès énormes en matière de nutrition infantile. Mais avant, quand on comparait le lait maternel et les formules lactées, le lait de vache, on comparait au niveau protéique. Je vais voir ça au niveau protéine, lipides et glucides. Et au niveau protéique, on se contentait de dire que les protéines du lait maternel, c'est essentiellement des protéines du lactocérone. Il y a peu de caséine par rapport au lait de vache. Et, entre parenthèses, la caséine tout à l'heure, kappa, etc. Et on comparait les lactoféryles, les immunoglobulines, les enzymes, acides aminés essentiels, notamment le tryptophane qui est le précurseur de la sérotonine. Et vous avez tous remarqué un bébé allaité au sein exclusivement, notamment dans le dos de sa maman. Il est joyeux avec un gazouillet. C'est magnifique. C'est magnifique, donc ce n'est pas par hasard. Et ça vient, tout dernièrement, les nouvelles substances décrites grâce à la recherche sur le lait maternel, et ce n'est pas encore fini. Et qu'est-ce qu'on découvre? Alors on découvre les micro-ARNS. Le temps ne le permet pas, je vais juste vous dire que ces micro-ARNS, ils interviennent dans l'épigénétique. Ils peuvent même modifier certains gènes. Ils peuvent même annuler certains ARN-M messagers. C'est extraordinaire. Et il y a aussi les exosomes. Les exosomes, c'est une sorte de duplication cellulaire. C'est une partie de constitution cellulaire qui vont être déversés et ils peuvent aller véhiculer les messages de cette cellule. Et le troisième composant, sur lequel je vais un petit peu m'attarder, c'est l'ostéopontine, notre substance protéique. L'ostéopontine, ce n'est autre qu'un acide glycosylé et qui va donc à travers la surface cellulaire, via certains récepteurs, notamment le CD44. Il va contribuer à la biominéralisation, au renouvellement tissulaire et surtout à l'immunorégulation. Et cette ostéopontine, il y avait un travail remarquable de Donovan. Monsieur Donovan, j'ai assisté déjà à ces conférences, un Américain qui travaille beaucoup sur le lait maternel. Et il a fait ce travail en comparant un groupe qui reçoit le lait maternel, un groupe qui reçoit un lait enrichi d'ostéopontine et un groupe qui reçoit une formule standard, c'est-à-dire sur laquelle on n'a pas fait de modification. Il a remarqué que la différence est énorme et qu'au niveau de la fièvre, les enfants allaités au sein et qui reçoivent une formule
contenant l'ostéopontine font moins de fièvre que les autres, que le troisième groupe, qui reçoit une formule standard. La même chose pour les marqueurs comme l'interleukine 2 et la même chose pour les marqueurs inflammatoires. Il y a moins de marqueurs inflammatoires pour ceux qui reçoivent le lait maternel et que ceux qui reçoivent le lait riche en ostéopontine. C'est pour conclure que parmi les composants bioactifs protéiques aujourd'hui, non pas seulement l'ARN S et l'exosome, mais il y a aussi l'ostéopontine. Deuxième aspect, quand on compare le lait maternel avec le lait de vache, il y a les hydrates de carbone. Et on avait toujours tendance à insister sur le taux de lactose. Le lait maternel il est riche en lactose par rapport au lait de vache. Et cette richesse donne une acidification du milieu qui aussi peut se comporter comme une action anti-infectieuse. Aujourd'hui, on peut négocier avec les oligosaccharides. C'est une bonne partie. Je vais vous le dire rapidement. C'est un composant essentiel du lait maternel, contrairement au lait de vache. On n'a que des traces. Par contre, dans le lait maternel, c'est le troisième composant après le lactose et après les lipides. Donc il vient même avant les protéines. Donc c'est très important. C'est ce qu'on appelle les HMO ou Human Milk Oligosaccharides. C'est complet. On va revenir sur ça en détail parce que c'est le sujet, mais je continue dans les composants bioactifs et ça va être là. Il y a les lipides. Les lipides, on comparait les acides gras à chaîne saturés, polyinsaturés, et on a même enrichi au niveau des formules par les polyinsaturés, etc. Parce qu'on voit que c'est bon pour la maturation cérébrale, rétinienne, etc. Mais aujourd'hui, on parle aussi des MGGL, c'est les membranes du globule gras du lait. Alors c'est quoi? C'est quoi si on imagine le lait, c'est une émulsion de globules gras dans une solution aqueuse. La membrane de ce globule, c'est une biocouche. Donc il y a en périphérie cette membrane qui contient la phosphatidylcholine, sphingomyéline, et ça vous devinez, cholestérol, cérébroside. Pourquoi je le dis? Si on le compare au lait de vache, regardez la différence. CMGGL, 90 à 150 mg par litre de lait de femme versus seulement 0 à 4 mg par litre pour le lait de vache. Et ce n'est pas encore fini. Si on regarde un peu au centre, il y a les triglycérides, les mono et les diglycérides. Et ces triglycérides sont pour 35 à 40% saturés. Et pour 45 à 50% mono-insaturés. Et 15% des HEP et des polyinsaturés. Mais plus que ça, même l'acide palmitique, qui est un acide gras saturé, il a une meilleure assimilation. Donc vous voyez que du bon point en ce qui concerne le lait maternel. Maintenant, on va revenir au HMO. Il ne me reste pas beaucoup, hein. Les HMO, le chrono. 5 minutes, merci beaucoup. Pour les HMO, si on revient un peu à l'histoire, les HMO, il faut revenir au 19e siècle, hein, déjà, on a commencé à parler, les gens ont commencé tôt. En 1886, Escherichia coli, il a déjà dit que les bactéries intestinales influencent la physiologie du nourrisson. Déjà un constat en 1886. Et en 1888, le constat, c'est que les glucides du lait maternel diffèrent des glucides du lait de vache. Regardez-moi, le constat, il était vraiment très lointain. Et il fallait attendre 1900 pour que Moreau-Tissier parle que les bactéries intestinales diffèrent chez les enfants allaités et chez nos biberons, mais on a décrit juste après ce qu'on appelle un facteur bifidus dans le lait maternel. Facteur bifidus. Par Polonowski, en 1930, il dit qu'il s'agit d'une gynolactose. Et le boom, c'était en 1950, quand Polonowski dit que ces gynolactoses ne sont autres que les HMO. C'était déjà en 1950. Et de 1950 jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé sur les HMO et on décrit aujourd'hui plus de 200 structures HMO, alors qu'on dit qu'il y a peut-être 1000
comme la chanson de Jacques Brel, là, ils sont plus de 2000 et je n'en vois que 2. Donc c'est plus de 1000 et il n'y a que 200 qui sont découverts pour le moment. Les HMO, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est le 3e composant du lait maternel et vous le voyez, il vient avant les protéines, bien entendu. Alors ces HMO, c'est des glycanes complexes, stables et ils ont comme structure de base le glucose, galactose, le N-acétylglucosamine, fucose, dérivé de l'acide sialique et le lactose. Il y a des HMO fucosylés, il y a des HMO non fucosylés, il y a des sialylés, selon la structure. Pourquoi cette structure? Vous voyez, donc ici, c'est la fucose, acide sialique, N-acétylglucosamine, galactose, glucose, et comme base, toujours, c'est le lactose. Donc, plus de 200, les HMO, il y a les 3GL et il y a les 2 fucosyl lactose, les 2 FL. Donc, par exemple, qui sont dans le lait maternel. 3GL, c'est 2 glucoses et une molécule galactose, et les 2 FL, c'est une molécule glucose, galactose et un fucose. Voilà pourquoi on parle de 3GL fucosylé, c'est par rapport à la structure de base de ces HMO. Alors, la fucolisation, elle n'est pas faite de façon systématique, elle est génétiquement déterminée par la génétique de la maman et par le facteur Lewis. Donc il y a des mères qui sont sécrétrices d'enzymes qui vont fucosyler et il y a des mères qui ne sont pas sécrétrices. Donc du coup, il y a 30% de mères dans le monde qui ne sont pas sécrétrices de ces enzymes et donc ils ne vont pas produire d'HMO fucosylés. Et on a confirmé par des travaux que chez les enfants de mères qui ne sont pas sécrétrices, la colonisation par les bifidobactéries est retardée et l'activité fonctionnelle des macrophages aussi il est différente et il y a un risque accru de ces bébés à développer les diarrhées aiguës. Donc il y a un impact sur l'immunité. Bon, puisque le temps ne le permet pas, je ne vais pas revenir sur la structure, c'est juste pour vous dire, ces HMO, donc une fois arrivés au niveau de l'intestin, ils vont d'abord servir de nourriture pour les bifidos, donc ils vont fructifier la bonne flore intestinale. Deuxième chose, pourquoi, et c'est indirectement ils vont intervenir sur l'immunité, parce que via la fermentation, ces bactéries, en fermentant ces HMO, ils vont produire l'acide propionique, l'acide butyrique et l'acide acétique. Donc les 3 acides gras à chaîne courte, chacun a une action préférentielle. Ceux qui sont bénéfiques pour la trophicité de l'intestin et surtout sur les jonctions serrées de l'intestin, de telle manière à ne pas laisser les germes passer à travers, c'est-à-dire ils renforcent ils diminuent la perméabilité intestinale. Et d'ailleurs, chez les adultes, on dit que c'est une action aussi qui prévient le cancer du côlon. C'est vrai qu'il y a l'aspect génétique, mais il y a aussi c'est pour ça qu'il prend une alimentation riche en fibres, etc. Parce qu'en produisant l'acide butyrique, et l'acide propionique, il a une action trophique sur les colonocytes. Et donc, il préviendrait une action cancérigène, c'est-à-dire il diminue l'index de prolifération tumorale des cellules des colonocytes. Donc c'est presque fini, c'est presque fini. Et ces HMO, ils interviennent aussi directement en agrégeant en complexant certaines bactéries. Donc il y a une action directe, il y a une action indirecte, et certains HMO, ils peuvent même traverser la barrière intestinale et aller exercer leur effet à distance. Donc les HMO, rôle dans le développement intestinal, la mise en place du microbiote et du bon microbiote et la maturation des fonctions immunitaires. Et c'est fini, pratiquement, c'est l'équilibre de la balance TH1-TH2 et il favorise la croissance des bonnes bactéries, il renforce la fonction de la barrière. Voilà ce que je peux vous dire sur les HMO du lait maternel, les oligosaccharides de lait maternel. Merci beaucoup, Sabra. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Si on te laisse toute l'après-midi, tu ne vas pas arrêter de parler. C'est un sujet qui est fascinant, donc intéressant. Il y a beaucoup d'actualité. Merci beaucoup. Juste pour ne pas frustrer la salle, s'il y a une petite question, une question précise, réponse précise, ou bien c'était clair? C'est après. Oui, c'est Hassan, rapidement.
J'avais assisté à un congrès effectivement fait par des chercheurs italiens à Chypre et ils avaient démontré qu'en marquant les protéines du lait maternel, ils les retrouvaient dans des connexions cérébrales et qu'il y avait un passage de matériel génétique par le lait. C'est très récent comme étude et que ça nous fait réfléchir à tout ce qui se dit dans l'islam. Ah oui. C'est absolument hallucinant et c'est vraiment dans le sens de ce qu'on a su avant. Voilà, je voulais le souligner. Dans le même sens d'idée, on a découvert que le lait maternel contient des cellules souches multipotentes qui peuvent entrer dans la constitution de tout organe. Donc ça explique un petit peu pourquoi donc il y a donc la place de donc ça nous surprend, donc il y a toujours de l'actualité en matière de l'allaitement maternel. C'est bon, donc dernière. Merci M. Abkhari pour cette présentation vraiment excellente. Je voudrais une précision s'il vous plaît concernant les sels dans le lait maternel. On sait qu'ils sont jaunâtres, acides, avec une viscosité particulière. Est-ce que le changement de couleur, la viscosité, la rythmicité dans la journée ou le nombre de sels, est-ce qu'ils témoignent d'un déséquilibre de la flore? Est-ce qu'ils nécessitent une intervention? Non, pas du tout. Au contraire, donc le fait d'avoir des sels liquides, jaunâtres, etc., est l'élément le plus important sans aucun retentissement sur la croissance. Le contraire, c'est un bébé qui grossit normalement. Le fait d'avoir des sels verdâtres de consistance différente, est-ce que c'est un signe de déséquilibre? Non, non. Est-ce qu'il nécessite une intervention? La coloration jaune est verdâtre et n'a pas d'impact. Mais le caractère liquide, c'est en quelque sorte, il est dit, entre autres facteurs, c'est l'acidification qui est attribuée par la proportion importante du lactose. Donc cette acidification, il y a aussi un effet anti-infectieux. C'est pour le. Et donc ça. Et puis la deuxième chose, c'est oligosaccharides, etc. La nature de ce lait-là, il rappelle en quelque sorte les fibres. Donc ça booste un petit peu le péristaltisme. Et troisième chose, moins de caséine, donc la digestion, elle est facilement faite, et l'évacuation gastrique, elle est faite plus qu'un lait, par exemple, qui est riche en caséine. Donc tout ça contribue à avoir ces selles-là rapides, fréquentes, un peu semi-liquides, mais c'est toujours un très bon signe. C'est l'enfant qu'on sait. Mais la couleur n'a pas d'impact. Merci beaucoup. Donc une autre fois, merci beaucoup Saab Khari pour cette présentation brillante. Merci les laboratoires Nutricia d'avoir organisé ce symposium, c'est très intéressant. Merci professeur Amrani, merci l'assistance. Nous sommes désolés de ce cumul de retard. Donc je suis désolé, donc on va essayer de se rattraper. Donc la pause café 20 minutes et on reprend s'il vous plaît.